Bonjour, merci d'être là. Donc, je vous présente Laurie Saint-Martin, une dame qui, comme ça, peut-être a l'air toute modeste, toute fraîche et enjouée comme ça, mais elle a sur les épaules, elle porte plusieurs chapeaux et je pense que en matière notamment de rapport à la langue et à la littérature, c'est peut-être ce qu'il y a de plus impressionnant, peut-être, je dirais presque au Québec. On a quelqu'un ici qui est en matière d'écriture, donc cumule donc les expériences d'essayiste, de nouvelliste, de romancière, de critique littéraire. Donc, vous voyez un peu, donc on va jusqu'à critiquer les autres qui écrivent. Et on va en parler beaucoup aujourd'hui de traductrice et d'interprète. Interprète de conférence, on expliquera probablement ce que c'est un peu plus tard. En plus, elle cumule le fait qu'elle est professeure en études littéraires, donc à l'UQAM, spécialiste des études féministes en littérature, donc surtout québécoise. Mais aussi française, américaine, canadienne, anglaise. Elle est coordonnatrice et membre donc d'un centre de recherche, l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM. Et ça va pour le son, hein? Oui. Donc, à travers tout ça, donc, si je reviens donc au métier de traductrice, elle a 130, là, les chiffres se confondent, mais je pense qu'on est autour de ça. On va vers 140. 140 même déjà. Depuis le temps que j'ai regardé ça, il y a déjà 10 traductions qui sont faites. Donc, on est à 140, donc, traductions de l'anglais au français. On va revenir là-dessus aussi, avec son conjoint, Paul Gagné, et 7, là aussi peut-être que ça a changé, 7 traductions de l'anglais vers l'espagnol. De l'espagnol vers le français. À travers tout ça, donc à travers toutes ces traductions-là, il y a eu des prix. Alors, on parle de prix très prestigieux comme la Quebec Writers Federation à 3 reprises, le prix littéraire du gouverneur général à 3 reprises aussi, et le prix John Glasgow en 1993. Et pour finir, là, la cerise sur le Sunday, elle a été élue donc membre de la Société royale du Canada. Royal, on sait encore plus ce que c'est depuis quelques jours. Donc, avec tout le prestige que ça Je ne suis pas royaliste pour autant. Non, pour autant, c'est ça. Mais on accepte les prix quand même. Oui, pas les prix, mais les postes. Alors, je vais parler, on va parler, mais à moins que Laurie soit pas d'accord, là, mais donc on va parler en particulier de 2 de ces ouvrages qui sont sortis tout dernièrement. Donc, un récit autobiographique qui porte un nom assez coup de poing d'après moi, qui s'appelle Pour qui je me prends, que je trouve assez magnifique. Peut-être qu'on aura l'occasion d'expliquer pourquoi c'est ce titre-là. Et donc ça, c'est 2020 et 2022, tout récent. Donc un ouvrage qui s'appelle qui porte le sous-titre Éloge à la traduction littéraire et qui porte le très beau titre aussi de Un bien nécessaire. Alors, j'aimerais justement commencer par ça. Donc, commencer par ce récit autobiographique que je considère très courageux. On verra peut-être pourquoi, puisque Madame Saint-Martin est native de Kitchener, en Ontario, d'une famille ouvrière unilingue anglaise. Et vous constaterez avec moi que ça paraît pas. Et qu'elle a émergé donc de ce milieu-là pour devenir francophone. On va dire ça comme ça. Il y aura plein de nuances à faire par après là, depuis ce temps-là. Et j'avais envie de lui demander, qu'elle nous raconte un peu la genèse de cette rencontre avec le français. Ça nous mettra un peu la table, puis on pourra ensuite aller dans toutes les pistes qui s'ouvrent à nous. Bien. Alors, bonjour pour commencer. Merci d'être là, même si c'est forcé. Hein, dans certains cas, c'est la première fois et c'est avec une grande émotion que je vois que ma présence dans un événement est liée au cumul de crédits SCH+, ou quelque chose comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis très émue. Enfin, voilà. Mais c'est pas royal. Non, ce n'est pas royal. Bon, la Société royale, c'est autre chose. Je n'aime pas beaucoup son nom. Voilà. Mais enfin, donc mon histoire commence il y a bien longtemps, commence à l'école. En quelque sorte, c'est-à-dire mon histoire linguistique, mon histoire d'amour avec la langue française qui est, dans le fond, la grande histoire de ma vie. Tout s'explique un petit peu par ça. Commence quand j'étais en 5e année.
Alors, avant l'université, avant le cégep, avant le secondaire, quand j'étais encore une petite fille. Et déjà là, j'avais 9, 10, 11 ans. Et puis, je sentais que je n'étais pas à ma place, je n'étais pas bien. J'avais des bons parents, je vivais dans un milieu très sympathique, tout était parfait. Autour de moi, tout le monde était satisfait d'être là où il était et de faire ce qu'il faisait, sauf moi. Alors, plus tard, j'ai compris que mon conte de fées était le vilain petit canard, là, que j'étais pas... En tout cas, est-ce que j'étais un cygne? Je ne sais pas, mais j'étais pas comme les autres. Et un jour, en 5e année, on a eu donc notre premier cours de français. Alors, la première fois que j'ai entendu la langue française, je suis tombée en amour, avec elle. Et je peux même vous dire quels étaient mes premiers mots de français. Il y avait une image d'une famille, et la famille était l'objet de toutes les conversations qu'on allait avoir par la suite. Et les premiers mots de français que j'ai entendus étaient donc, voici la famille Leduc. Voici Monsieur et Madame Leduc. Voici Jacques, Henriette, Suzette, non, Jacques, Henri, Suzette et Pierre. Et voilà, Pitou, c'est le chien d'Henri. Alors, c'est pas grand-chose pour changer la vie de quelqu'un. C'est même un petit peu plate, mais j'entendais ça puis je me suis dit, il y a autre chose dans le monde. Il y a des gens qui rencontrent d'autres langues beaucoup plus jeunes, qui grandissent avec ça. Plusieurs d'entre vous, probablement, comme mes enfants ont eu, plusieurs langues déjà dans votre environnement familial. Quand vous êtes tout petit, vous apprenez les langues, vous n'y pensez même pas. Moi, c'était pas le cas, mais ça a été comme il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie, quelque chose que je cherchais sans savoir. J'étais trop petite encore pour savoir, j'avais une dizaine d'années pour savoir ce que ça pouvait être, mais je me suis rendu compte que c'était ça, ou j'ai décidé que c'était ça. Et puis par la suite, j'ai continué à étudier le français toute ma vie jusqu'à devenir, écrivaine, traductrice, professeure de littérature québécoise, etc. Donc, c'est une longue, longue histoire, mais qui en même temps est très courte parce qu'elle a commencé dans cette heure de classe qu'on a eue en 5e année. Sauf que là où ça devient encore plus, je dirais, encore plus profond ou encore plus, je dirais, singulier, c'est que vous allez même jusqu'à dire, j'ai reconnu le français pour mien. Comment on fait pour comprendre qu'il y a quelque chose dans une autre langue qui nous rejoint davantage ou qui nous rejoint tout simplement? Je pense que on sent qu'on a besoin de quelque chose. Peut-être que ça aurait pu être un autre événement que le français. Peut-être si on nous avait enseigné une autre langue, ça aurait été celle-là. Je ne pourrais jamais le savoir, mais le français, en tout cas, entendre des choses très banales. Je comprenais bien que présenter cette famille avec le nom des enfants et tout ça, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais ce qu'il était, c'est qu'il y avait d'autres mots que ce que j'avais toujours entendu. J'entendais le français pour littéralement la première fois, et que s'il y avait d'autres mots, finalement, s'il y avait une autre langue, on pouvait dire autre chose, et si on dit autre chose, on est une autre personne. Et je n'étais pas contente de où j'étais, qui j'étais, comment je vivais, et ça, c'est devenu comme le pont ou l'autoroute qui allait me conduire ailleurs. Alors, si vous parlez plus d'une langue bien, vous le savez. Est-ce qu'il y en a qui parlent bien plus d'une langue? Dites-moi. Voilà. Est-ce que vous sentez que vous n'êtes, c'est plusieurs personnes, quand on croit le tiers d'entre vous peut-être. Et je sais pas si vous sentez comme moi, mais moi je sentais, et je sens aujourd'hui encore, et j'en parle avec plein d'autres gens, bilingues, trilingues, etc. Et on sent qu'on n'est pas tout à fait la même personne. Dans une langue ou dans une autre. Et puis j'en vois qui font oui. Bon, en tout cas, on peut en parler longuement, mais moi je sentais ça. Et plus on entre dans l'autre langue, plus on sent qu'on se développe, on change d'une autre façon. Et le français a été cette autoroute, je dirais, ce chemin, qui m'a permis de devenir quelqu'un d'autre. Et c'était ce que je voulais. Parce que c'est ça, il y a, dans Pour qui je me prends, donc, il y a, entre autres, vous citez par leur prénom, donc, on imagine que c'est des personnes à qui vous avez parlé. Vous citez, entre autres, une Juliette, c'est pas un peu d'importance, mais qui dit que, grâce à son autre langue, dans son cas, c'est l'anglais, elle se sent plus libre, plus vivante. C'est quand même assez fort. Ça, c'est une expérience que vous avez vécue vous-même.
Absolument. Curieusement, quand on parle dans une langue qui, au début, est une langue étrangère, maintenant, je ne sens plus le français comme une langue étrangère, c'est une langue maternelle pour moi. J'allais dire comme l'anglais, mais pas du tout comme l'anglais, en réalité, mais au même titre, si on veut, que l'anglais. Mais quand on apprend une langue ou quand on est quelque part et qu'on utilise une langue qu'on parle bien, mais qui n'est pas tout à fait encore maîtrisée, et c'est un peu ça que raconte Juliette, hein, qui est un peu interviewée. Dans le livre, elle dit, en anglais, je fais un peu la clown, je me trompe, personne ne s'attend à ce que je sois parfaite, à ce que je sois sérieuse, et donc je me sens libre. Moi, c'était un peu autre chose. Je pense que si on parlait chaque personne qui a levé la main tout à l'heure, ou si vous en parlez avec les gens autour de vous, peut-être même vos frères et sœurs, etc., c'est différent pour chaque personne, mais il y a comme un rapport passionnel, souvent là, un rapport vraiment fort qui nous lie, surtout peut-être, mais pas seulement, à une langue qu'on a mis beaucoup d'efforts à apprendre. Au fil du temps. Parce qu'il y a des bilingues presque de naissance, comme mes enfants qui ont entendu l'anglais et le français avant la naissance même, et qui l'ont toujours donc entendu et par la suite parlé. Et il y en a d'autres comme moi dont le bilinguisme est plus tardif. Et ça change des choses aussi. Si on travaille probablement des milliers d'heures pour maîtriser une langue, comme moi je l'ai fait pour le français, alors que ceux qui les ont, des parents ou du milieu d'enfance, n'ont pas ce travail. Et c'est un don, hein. Si vos parents ou votre milieu vous a donné ça, vous avez bien de la chance. C'est un beau cadeau de la vie et de ces personnes. Mais en tout cas, le rapport, dans un sens, si on a décidé d'apprendre une langue, on a mis tout ce temps-là, c'est que on l'aime encore plus peut-être à cause du travail qu'elle nous a coûté, à cause du temps de notre vie qu'on a donné à ça. Mais encore là, ça dépend des personnes. Mais toutes les personnes avec qui j'ai parlé pendant que j'écrivais le livre, qui étaient effectivement des amis ou des connaissances, m'ont décrit un rapport au bilinguisme qui était différent. On aurait pu trouver des traits communs, mais je faisais pas une étude sociologique, mais il y avait quand même, chacun disait, dans l'autre langue, je suis plus libre. Dans l'autre langue, je peux faire autre chose. Je peux aller à cet endroit. Ça communique avec une partie de mon passé. Ça communique avec une partie de ce que je voudrais être mon futur. Et donc, ces rapports sont différents, mais pour moi, c'est un des sujets les plus profonds et passionnants de la vie, je dirais. Oui, parce que là, vous développez carrément une réflexion sur la langue maternelle, parce que ça, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Puis d'ailleurs, dans les sondages, dans les enquêtes, puis bon, on s'en inquiète beaucoup au Québec, la question de la langue maternelle, la langue parlée, etc., mais vous donnez entre autres la définition de Statistique Canada, qui est quand même assez prédominante ici. Donc c'est la langue apprise à la maison, alors que pour le grand Robert, ce serait la langue de la mère patrie. Donc vous vous en êtes même jusqu'à dire que vous avez 2 langues maternelles, voire peut-être même 3. Vous pourriez nous définir un peu comment vous vous situez par rapport à ça? Oui, la définition officielle de Statistique Canada qui fait le recensement, et puis bon, quand vous écoutez les sondages, là, justement, qu'on diffuse aujourd'hui, on a beaucoup peur pour l'avenir du français au Québec. La première définition, la définition officielle de la langue maternelle, c'est la première langue apprise et encore parlée. Donc, pour moi, il n'y a pas de choix. C'est l'anglais, ça ne peut pas être autre chose. Et le français n'apparaît pas, si je réponds honnêtement à ce sondage, comme langue maternelle. Mais si je laisse parler ma vie et mon cœur, je vais dire c'est l'anglais et le français. Et donc, je pense que le monde actuel, pour beaucoup de gens, pas seulement pour moi, ne rentre pas dans les cases de ces définitions. Et si je prends, comme plusieurs d'entre vous, probablement le cas de mes enfants, qui, comme je disais, parlent l'anglais et le français depuis le début, ils seraient obligés de choisir. Ça peut pas être 2 langues, c'est une. Comment ils vont choisir ça? C'est pas juste, hein? Ni juste dans le sens de justice, ni dans le sens de vérité. Hein? C'est pas vrai pour eux qu'il y a l'une ou l'autre, même s'ils peuvent avoir une petite préférence à un moment de leur vie pour une ou pour l'autre langue. Donc, moi, je pense que toutes ces définitions nous figent un peu. Hein? Et puis, voilà, moi, je vis le français comme une langue, une autre langue maternelle, mon autre langue maternelle, qui est seconde dans le temps, puisque j'ai appris le français beaucoup plus tard, mais c'est pas seconde dans mon cœur, c'est pas premier non plus. Je dirais que les 2 sont là de manière
pas identique, mais j'ai beaucoup d'affection, disons, et d'attachement pour les deux, et aussi pour l'espagnol que j'avais étudié un peu au secondaire aussi. J'y suis revenue beaucoup plus tard, donc je n'aurais jamais tout à fait le niveau d'un locuteur natif de l'espagnol, mais je suis assez bonne quand même, et il est dans mon cœur aussi, l'espagnol, même si je n'ai pas ce même niveau. Mais je dirais pas que c'est une langue maternelle, mais c'est comme la coche en dessous. Mais est-ce que c'est pas ça, justement? Ben, vous parlez, entre autres, d'avoir deux têtes, bicéphale, avoir, est-ce que c'est pas ça, un peu, le propre du traducteur ou de la traductrice, que d'avoir, justement, toujours allumer ces deux cerveaux-là? Ben, je pense que c'est quelque chose qui prédispose à la traduction, oui. Même si je n'y avais pas pensé quand j'étais plus jeune. Je venais d'un milieu, bon, il n'y avait pas vraiment de culture. Je lisais au secondaire et par la suite pour comme rattraper un manque que je sentais dans mes connaissances. Mais je lisais beaucoup de livres en traduction, mais je ne faisais pas attention à ça. Je les lisais comme des originaux, je n'y pensais pas tant, donc je comprends qu'aujourd'hui encore, les gens ne pensent pas encore beaucoup à la traduction. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour qu'on y pense un petit peu plus et pour valoriser cette activité. Mais au fond, oui, je pense que la première chose qu'on fait peut-être, c'est de se traduire soi-même. C'est-à-dire que en apprenant le français, en entrant si profondément le français, je me traduisais moi-même par la langue et par le changement de lieu géographique et par toutes sortes d'autres changements aussi que j'ai apportés dans ma vie. Donc, ma première traduction, c'est peut-être mon identité et ma vie bien avant de traduire des livres. Mais je ne me rendais pas compte de ça à l'époque. En réalité, c'est en écrivant ce livre et le précédent pour qui je me prends que j'ai pu prendre plus conscience de choses que j'avais toujours faites sans trop y penser, au fond. Vous allez très loin, là. Votre récit de vie est très courageux, là. Vous en jugerez par vous-même, là. Donc, il y a le fait de quitter un milieu de fuir un certain milieu, un certain rapport au monde, d'adopter une nouvelle vie, se réinventer. Et puis même, ce que vous faites, là, quand je dis que ça va très, très loin, c'est que vous allez même jusqu'à redécouvrir une langue fantôme. Oui. La langue fantôme de ma vie, c'est l'allemand. Kitchener, qui est donc... Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de Kitchener? Dites-moi. Pas beaucoup de monde, hein? Pourtant, c'est plus gros que Sherbrooke. C'est dans les 10 plus grandes villes du Canada. Ça se trouve dans le sud de l'Ontario. Si vous avez entendu parler de l'université de Waterloo, qui est assez connue quand même, c'est des villes jumelles. En tout cas, c'est là que j'ai grandi. Et avant de s'appeler Kitchener, Kitchener s'appelait Berlin. Oui. Et très peu de gens, savent ça. Et en fait, la ville a été peuplée dans la deuxième moitié du 19e siècle par des gens qui venaient de l'Allemagne, surtout un peu de l'Alsace-Lorraine, donc la région entre la France et l'Allemagne qui était disputée, qui passait d'un pays à l'autre. C'est de là qu'est venue ma famille vers 1850-1860. Et ils se sont établis dans cette région-là. Ils ont eu des fermes. Après, ça s'est peuplé et ça s'est appelé Berlin. Et lors de la Première Guerre mondiale, bien, l'Allemagne est devenue l'ennemi. C'était pire dans la deuxième, mais déjà dans la première, on combattait l'Allemagne. Et Berlin, à l'époque, était une ville manufacturière. Les bottes Kodiak, ça se faisait là à l'époque. Ils faisaient des chemises, ils faisaient toutes sortes de biens qui étaient vendus un petit peu partout. Et c'était pas bien vu que ça porte la marque Made in Berlin. Vous comprenez, parce que ça faisait penser à l'ennemi. Et donc, il y a eu des incidents, que je raconte dans le livre, mais qui serait trop long de raconter maintenant. Mais ils ont fait un référendum et ils ont changé le nom de la ville. Il y avait plusieurs choix. Ils ont choisi Kitchener, qui est un nom que personne ne choisirait aujourd'hui parce que Lord Kitchener était un Britannique, c'était un militaire britannique et il était un militaire très radical qui avait créé des camps de concentration pour des civils. Donc, on parle des années 1910, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, mais vraiment des camps de prisonniers pour les civils. Il pratiquait la politique de la terre brûlée.
dans les régions qui étaient des colonies britanniques où il sévissait. Il était un petit peu partout, en Afrique du Sud, au Soudan et beaucoup d'autres endroits. Et la politique de la terre brûlée, c'est vous vous retirez, l'armée se retire et elle brûle les champs, elle brûle les maisons, elle brûle tout derrière elle, elle laisse tout dévasté. Donc, c'était pas vraiment quelqu'un d'après qui nommer votre ville. Et pourtant, on l'a fait parce qu'il était britannique. Et c'était bon de montrer sa loyauté envers la couronne. Et d'ailleurs, vers la même époque, puisqu'on parlait de la royauté, la famille qui maintenant s'appelle la famille Windsor a aussi changé mon nom qui était Saxe-Gotha et un autre nom qui m'échappe pour l'instant, parce que eux aussi étaient d'origine allemande en grande partie là. Donc, les ancêtres d'Élisabeth et Charles et les autres étaient aussi d'origine allemande et ils ont changé de nom à peu près en même temps. Donc, il y a tout un passé et jusqu'à mes grands-parents, ils parlaient allemand. Ils parlaient anglais aussi, mais ils allaient à l'église, dans une église où on parlait allemand, bon, etc. Et c'est la génération de mes parents qui n'a pas appris l'allemand. Donc, je ne l'entendais pas vraiment quand j'étais enfant. Juste un peu quelques mots que disaient mes grands-parents entre eux, mais c'était presque mort. Et c'est beaucoup plus tard, en écrivant le livre, que j'ai fait cette enquête, que j'ai découvert un peu tout ce que je vous raconte maintenant, et que j'ai pu voir que justement, notre rapport aux langues et plus généralement notre rapport à notre identité, le lieu d'où on vient, autant la ville, l'endroit, le pays, que les parents, la famille qu'on a, la communauté d'où on vient, peut reposer sur des choses qui ont été oubliées ou enterrées ou des choses qu'on ne sait pas. Donc, ce n'était pas exactement un secret, mais c'était quelque chose dont personne ne parlait. Et quand j'ai pu revenir sur ça, j'ai vu que j'étais partie pour être complètement différente de tous les autres, hein, et qu'au fond, il y avait un lien que je n'avais pas encore découvert à ce moment-là, mais qui était là. Et si je l'avais appris à l'époque, je voulais tellement rompre, je voulais tellement être différente. Je pense que ça m'aurait tué de l'apprendre quand j'avais 20 ans ou 30 ans. Et après, ça m'a semblé intéressant et d'une certaine façon logique. Hein? C'est pas si facile de devenir complètement autre, même si on fait beaucoup d'efforts. Ben, c'est ça, je me permettrais un petit commentaire qui n'est pas vraiment une question, mais je trouve que de jongler comme ça avec plusieurs identités, c'est en inventer une, en retrouver une, parce que l'anglais finalement a été comme une sorte de... Je pense que avec vos enfants, vous avez décidé de en tout cas au moins de reparler l'anglais même à la maison. De redécouvrir cette identité un peu refoulée, on peut dire ça comme ça. Il me semble que ça prend quand même une certaine solidité pour jongler avec tout ça. Il me semble qu'on aurait, tout le monde n'est pas capable de moi-même, c'était difficile par moment, je dirais. J'étais une adolescente extrêmement troublée. Disons que j'ai eu plusieurs années où je n'avais pas rompu avec mes parents, mais on avait quand même des rapports qui étaient très, très, très compliqués. J'étais partie et mon idée, dans un premier temps, était un peu de remplacer l'anglais par le français, c'est-à-dire vraiment, je disais, de changer de langue. Et pendant des années, donc, on ne peut pas désapprendre une langue quand on a 20 ans ou 25 ans. C'est très difficile de le faire puisque c'est très, très, très profondément ancré en nous. Mais j'avais l'idée de faire ça, je pense. Et ça m'a pris beaucoup d'années. Et surtout peut-être avec la naissance des enfants, oui, où je me suis dit, ce n'est pas vrai que je vais pas enseigner l'anglais à mes enfants, je vais pas les obliger à ne pas le connaître parce que moi j'ai eu une vie compliquée par rapport à mes parents et par rapport à mes origines. Et ça a été une réconciliation tranquillement avec la langue et aussi avec mes parents. On n'avait jamais rompu, mais ça nous a rapprochés. Et puis c'est plus tard, progressivement, que je me suis dit, non, je suis pas obligée d'avoir une langue ou même deux. Je peux en avoir plusieurs. Je peux encore en apprendre d'autres. Hein. Mes projets de retraite vont beaucoup dans ce sens. Et dans quelques années, et puis je ne suis pas obligée de choisir. Alors le côté radical que je vivais quand j'étais jeune de ce rejet tranquillement est parti et a été remplacé par comment est-ce que je peux en avoir plus? Comment est-ce que je peux faire danser toutes ces langues dans ma vie? Et la traduction a été un de ces moyens de mettre les langues ensemble, même si elles ne sont pas ensemble dans le même livre, hein, puisqu'une traduction ne contient pas l'original en général. Ça a été une façon de les mettre en rapport entre elles et de me mettre dans différentes sortes de situations de rapport avec les différentes langues.
Mais justement, si les deux livres se suivent comme ça, à 2 ans d'intervalle, est-ce qu'il a fallu que vous fassiez un peu le ménage de vos identités avant de parler de traduction, ou ça aurait très bien pu être dans l'ordre inverse? C'est difficile de dire après ce qu'on aurait fait si on avait fait autrement, parce que c'est des hypothèses. Mais ce qui est sûr, c'est que le gros travail de préparation, je dirais psychologique, effectivement, c'est fait pour le premier livre. Et quand j'ai écrit Pour qui je me prends, que j'ai terminé donc en 2019 et qui a été publié en 2020, on l'a lancé à peu près 5 minutes avant le début du premier confinement. C'était un livre que j'avais pensé écrire, que je pensais écrire, que j'avais le projet d'écrire depuis beaucoup d'années. Et on me disait à la maison, mais pourquoi tu l'écris? Qu'est-ce que tu niaises? Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu trouves pas le temps de l'écrire? Et je pense que au-delà de la procrastination, qui est un vice que tout le monde a, je n'étais juste pas prête à écrire ce livre. Et si je l'avais écrit avant, d'abord, je ne pouvais pas l'écrire du vivant de mes parents, je pense, parce que je dis des choses quand même. Je pensais dire des choses beaucoup plus dures sur mes parents que les choses que j'ai fini par dire, mais quand même. Et puis, il fallait que j'arrive à traverser beaucoup de choses, et tout ce qui est là sur l'allemand, qui, à mon avis, est une des parties les plus importantes du livre, puisque ça fait une sorte de nouvelle spirale à la fin, quand on pense que tout est fini. Ça, vraiment, j'en ai pris conscience dans les dernières années qui ont précédé la rédaction du livre. Alors, si je l'avais écrit 5 ans avant le moment où je l'ai fait, l'allemand ne serait pas là, la langue fantôme, elle ne serait pas là, et ce serait un livre beaucoup moins intéressant. Donc, parfois, remettre les choses à plus tard, c'est une bonne affaire. Et en tout cas, dans ce cas-là, psychologiquement, ça l'était pas. Pas toujours, mais je vois des gens qui disent oui. Mais je pense que c'est quand même un projet qui était important pour moi. Donc, j'allais le faire un jour ou l'autre, mais je pense que si le projet est vraiment important, et surtout s'il est intime, s'il va chercher des choses qui, effectivement, sont douloureuses, il faut attendre le moment où on est psychologiquement assez fort pour le faire, et où on a compris des choses. Et je pense que si j'avais écrit le livre avant, j'aurais été beaucoup plus sévère envers les autres et beaucoup plus indulgente envers moi-même. Et puis, ça n'aurait pas été juste, parce que je n'ai pas été fine tout le temps, et je me serais donné le beau rôle si je l'avais écrit avant, alors que là, je pense que c'est plus nuancé du point de vue de la peine que moi j'ai pu faire aux autres, ou de la manière dont moi j'ai été insupportable, à plusieurs moments de cette trajectoire de vie, et le reste. Donc, c'est là qu'il y avait la préparation. Et je pensais qu'écrire le livre serait douloureux, mais en fait, j'étais tellement dans l'idée de l'écrire depuis longtemps que quand je me suis assise pour l'écrire, j'ai eu l'impression presque qu'il s'est écrit tout seul. J'étais vraiment prête, et c'était très agréable et très excitant et stimulant de l'écrire. Et c'est là que ça coulait. J'ai écrit du matin au soir, et c'était absolument merveilleux. J'étais dans le projet, j'étais comme ivre de ce projet. Donc, c'était le moment. Et en fait, le deuxième livre sur la traduction, qui contient des parties plus personnelles aussi, mais qui contient aussi des parties où je parle de la traduction en général, comme art et comme métier aussi, est issu du premier. Parce que quand j'écrivais le premier, quand j'écrivais Pour qui je me prends, j'écrivais comme ça sans rien. J'avais pas de plan. J'écrivais juste comme tout ce qui me venait. Et une chose qui est venue, c'était des propos aussi sur la traduction. Et après, j'ai regroupé les différentes choses comme par thématique. Il y avait une partie sur ma mère, il y avait une partie sur l'espagnol, une partie sur l'allemand, une partie sur ma première découverte du français, et ainsi de suite. Et la partie sur la traduction, et une autre partie qui était sur le travail d'interprète de conférences, de traduction simultanée. Je les avais commencées à ce moment-là. Là, je me dis, ça va pas avec le reste, ça va être un autre livre. Et c'est là que j'ai vraiment eu l'idée de faire le deuxième livre sur la traduction, dont ces 2 parties du premier livre, ces 2 outtakes du premier livre, sont devenues une ébauche, l'ébauche de 2 petites parties de l'autre. Et là, il n'y a pas eu de douleur, c'était juste très amusant de dire des choses que je pensais depuis longtemps sur la traduction, mais que je n'avais pas encore eu l'occasion de dire.
On va y arriver. Justement, j'en profite pour dire aux étudiants ici présents que l'écriture peut être thérapeutique. Et, oui, absolument. Et agréable. Ah oui. Surtout quand c'est thérapeutique, peut-être. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais je pense que ma thérapie, je l'avais faite avant. Oui. Et que, oui, je pense. C'est pour ça que c'est agréable, justement, de je crois. Cela dit, oui, l'écriture peut avoir cette valeur et c'est, même si on ne publie pas, si on le fait pour soi, ça peut aider beaucoup à comprendre les autres et à se comprendre soi-même et parfois à traverser une douleur. Je le recommande. Parce qu'écrire, évidemment, c'est mettre en ordre, hein, c'est coucher sur papier. Donc, justement, venons à cet ouvrage donc qui s'appelle Un bien nécessaire. Je pense que ça non seulement c'est une éloge, oui, de la langue, de la traduction littéraire, mais j'allais presque dire même que c'est un manifeste, dire dans le sens que vous êtes vraiment, on sent par moments même des cris du cœur du style cessons de tirer sur les messagères. Donc il y a quand même quelque chose là, il y a un message à livrer en tout cas. Je sais pas si vous voulez nous en donner un peu la teneur. Oui, le premier livre c'est plus une réflexion et une histoire. Le livre sur la traduction fait plusieurs choses, mais notamment je voulais vraiment faire l'éloge de la traduction. Je voulais que les gens, la traduction littéraire en particulier, celle commerciale, c'est un autre travail. Je pense que souvent les gens, y compris les passionnés de littérature, encore moins le public en général, je pense qu'on ne comprend pas bien ce que c'est en général. Alors, je voulais faire connaître ça. Je voulais raconter un peu la mécanique, comment ça se fait, pour qui on fait ça, quelles sont les contraintes, qui lit votre traduction avant qu'elle soit publiée, comment est-ce qu'on obtient un contrat, toutes sortes de choses plus pratiques comme ça. Qu'est-ce que les journalistes en disent, comment on en parle dans la presse, des choses comme ça. Et je voulais donc que les gens comprennent mieux ce qui se passe après ou comprennent l'ensemble de ce qui se passe autour de la traduction. Je voulais qu'on comprenne aussi comment travaillent les traducteurs, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites quand vous êtes avec un texte que vous regardez tout le temps comme ça et dont vous devez tirer un autre texte dans une autre langue, en principe dans votre langue maternelle ou une de vos langues maternelles. Et puis aussi, qu'est-ce que la traduction a de beau? Ce n'est pas comme une traduction machine, c'est pas quelque chose d'automatique. Les réponses ne se trouvent nulle part. Quand on est à son 10e ou 100e ou 200e livre, vous n'avez pas les réponses encore, puisque chaque livre, chaque phrase va changer, va vous donner un nouveau défi. Et je voulais vraiment valoriser la traduction littéraire parce que je trouve qu'elle ne l'est pas. En général, dans les médias ou dans l'esprit, même des grands lecteurs. Et puis, je voulais aussi, et là, c'est peut-être la partie message, je voulais dire la traduction, et de là vient le titre, ce n'est pas un mal nécessaire, mais c'est un bien. C'est un grand bien, et c'est un bien nécessaire parce que même si nous sommes bilingues, trilingues, etc., personne ne connaît toutes les langues du monde. Et moi, je peux lire en anglais, en français, en espagnol, un peu mal en italien, mais l'allemand déjà, le japonais, oubliez ça. Et je n'ai pas envie de rester limitée aux langues que je connais. J'ai envie d'avoir le monde, et c'est les traducteurs littéraires qui nous donnent ce monde. Oui, ben ça va très bien. On pourra aborder ça tantôt, le concept d'altérité, le fait que vous contribuez donc à ouvrir le monde finalement au lecteur. Là, ça permet, bon, évidemment, on pourrait revenir à plusieurs sujets là que je veux aborder, mais vous allez très loin donc dans ce que ça veut dire comme métier, comme processus. Vous allez jusqu'à dire donc c'est un métier qui est exigeant, presque impossible. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui à chaque fois brise le cœur un peu? Bon, je vais juste faire une petite parenthèse parce que le livre aborde un adage italien là que tout le monde connaît peut-être. Je vais le nommer parce qu'elle veut pas le nommer dans le livre. Est-ce que vous voulez vous bouchez-vous les oreilles? Ça va. Bouchez-vous les oreilles. Donc puis vous, en même temps vous me direz si je le dis bien. Donc c'est traduttore, traditore. Donc en italien ça se dit beaucoup mieux qu'en français. Ça veut dire le traducteur est un traître. Alors, je sais que ça vous brusque, mais est-ce que ça, c'est la mauvaise réputation souvent qu'on fait aux traducteurs, traductrices? Est-ce que vous avez cherché non seulement à dire que c'est faux,
mais que c'est même détestable. Là. Il faut absolument rétablir la vérité, là, ce que vous voulez faire aujourd'hui. Mais puis revenir en même temps au fait qu'il y a quelque chose d'impossible aussi. Là. C'est ces deux mondes-là. Il y a à la fois, non, c'est pas une trahison, mais en même temps, il y a quelque chose qui est toujours impossible. Ben, la traduction est toujours un petit peu impossible puisque deux langues, c'est deux langues. Je veux dire, l'anglais n'est pas le japonais. Le français n'est pas l'allemand. Alors, dans ce sens-là, et la culture d'un pays, hein, la culture d'où vient le livre que vous avez à traduire n'est pas la culture pour laquelle vous allez traduire le livre. Alors, juste un exemple très simple. Pour nous, la couleur du deuil, c'est le noir. Hein, au Japon, c'est le blanc. Alors, si vous lisez dans un roman japonais que quelqu'un portait une robe blanche, ça ne veut pas dire la même chose que pour nous. Hein, ou la robe noire. Est-ce que vous allez traduire que la personne portait une robe noire pour donner l'idée du deuil ou de la mort? Vous voyez, donc il y a tant de différences entre les pays et entre les langues qu'on ne peut jamais réussir à tout donner à 100%, mais ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que l'équivalence parfaite n'existe pas, sinon ce serait une photo ou une photocopie, et de toute façon, je peux regarder le livre japonais toute la journée, toute ma vie, jamais je ne vais le comprendre, mais par contre, si je peux donner 95, 96, 97%, plutôt que 0% qu'on a quand on ne connaît pas la langue de l'original, c'est beaucoup. Hein? Alors, on vise toujours le 100%. Hein? C'est pas la perfection n'existe pas. Les livres qu'on écrit, qui sont nos propres livres, on voudrait qu'ils soient parfaits aussi, mais on sait qu'ils ne le sont pas. Vous voulez peut-être que vos travaux soient parfaits, ils ne le sont pas peut-être tout à fait. Bon, et ainsi de suite. Mais c'est ce qu'on vise. Et cet adage italien que je n'aime pas du tout, je n'aime pas parce que c'est comme dire d'avance qu'il faut se méfier des traductions et des traducteurs et des traductrices, et ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est des gens qui travaillent très fort, qui sont en général des passionnés de langue et de littérature, et qui nous offrent vraiment ce grand cadeau hein, de la culture, des autres romans, essais, poèmes, et ainsi de suite qu'on veut lire, qui nous viennent d'ailleurs. Et cet adage d'ailleurs, vient de l'italien et pas d'une autre langue. Et ce n'est pas parce que les Italiens se méfient plus des traducteurs que les autres. Tout le monde s'en méfie partout. Mais c'est parce que les deux mots sont presque identiques. Alors, ça sonne bien. Alors, c'est presque comme ça rime presque. C'est des mots très semblables. Alors déjà, si vous dites traducteur, traître, ça marche pas. Non, ça ne sonne pas de la même façon. Alors déjà, ça nous dit, cet exemple même nous dit quelque chose sur la difficulté de la traduction, mais aussi sur la beauté de la traduction. Et c'est clair que si vous pouvez lire la langue originale, vous allez lire l'original plutôt que de lire la traduction. C'est évident. C'est le cas de tout le monde. Mais je lis pas des traductions de l'anglais ou du français ou idéalement même de l'espagnol si je peux trouver l'original, ce qui est parfois plus difficile. Mais si vous ne connaissez pas la langue, vous allez passer par un traducteur, une traductrice. Et encore là, cette personne a travaillé pour vous. Et elle vous offre, elle ne vous connaît pas, vous ne la connaissez pas, mais elle vous fait un beau cadeau. Mais là, vous nous ouvrez toutes sortes de boîtes, là, mais on fait quoi donc avec l'histoire de la couleur du deuil? Est-ce qu'on écrit que la dame est habillée en blanc ou on écrit qu'elle est habillée en noir? Moi, je n'ai pas eu ce cas-là puisque je ne traduis pas du japonais. La culture canadienne et québécoise sont quand même différentes, mais pas autant que ça, là. Disons, on a quand même un certain nombre de références communes. Mais dans ce cas-là, il y a différentes options. On pourrait mettre une note en bas de page pour dire blanc, couleur du deuil au Japon. Mais il y a des maisons d'édition qui n'aiment pas les notes de bas de page. Il y a des personnes qui lisent les traductions et qui disent s'il y a des notes en bas de page, ça me dérange parce que ça me sort de l'histoire. C'est comme une interruption. Hein, c'est comme la publicité à la télé autrefois. C'est comme du bruit. J'aime pas ça. On pourrait peut-être glisser une explication dans le texte. Mettons qu'on citerait une personnalité publique qui est très bien connue ici. Si vous traduisez pour le Canada anglais ou une personnalité canadienne anglaise pour nous, vous pouvez peut-être mettre X, l'actrice bien connue
Et donc, vous ajoutez les mots l'actrice bien connue, mais on comprend. Hein, ça donne les clés au futur lecteur pour savoir, mais c'est qui cette personne-là? Une petite explication parfois qu'on va ajouter. On ne veut pas le faire trop, mais parfois, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, vous avez différentes options, mais c'est tout le temps prendre des décisions, parfois déchirantes, et parfois l'éditeur va vouloir défaire le travail que vous avez fait, hein, et peut-être vous obliger à faire autre chose. Et puis, c'est donc une négociation tout le temps entre les exigences des deux langues, les exigences de la maison d'édition pour laquelle vous travaillez, le public que vous imaginez pour le livre. C'est très complexe. Et c'est un peu tout ça que j'essaie aussi d'expliquer dans le livre, avec beaucoup d'exemples. Oui, oui. Puis les exemples sont très bien, très parlants. C'est le cas de le dire. Je vous invite d'ailleurs à lire des exemples même avec des longs passages, des passages très connus, Être ou ne pas être, donc de Shakespeare, traduit par Voltaire. C'est assez drôle d'ailleurs parce que c'est complètement autre chose. Ça donne deux Alexandre, hein, super pompeux. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est peut-être ce qu'on appellerait de la mauvaise traduction. Même aujourd'hui, on ne ferait pas ça. On ferait Non. Mais Voltaire faisait ça à l'époque parce que lui, il disait que Shakespeare était un génie, mais qu'il était extrêmement vulgaire. Et dans Shakespeare, vous avez des jeux de mots sexuels et sur la nourriture et tout ça. Et la tragédie française au XVIIe, XVIIIe siècle était très noble. Hein, c'était vraiment le grand langage très, très, très élevé, très poétique. Et donc, Voltaire trouvait qu'il faisait bien. Parce que s'il avait traduit Shakespeare tel quel, ça n'aurait pas marché au théâtre. Les gens, ça aurait fait un scandale épouvantable. Les gens seraient peut-être sortis. Donc ça, c'est le genre de compromis qu'on a à faire. J'imagine que les compromis aussi se font entre la forme et le fond, constamment, j'imagine, Allez-y. Oui, surtout plus le texte est écrit dans un vrai style littéraire. Pour la poésie, c'est évident, ou même l'adage de tout à l'heure que je ne répéterai pas, parce que je veux pas lui donner plus le faire circuler davantage. C'est un peu mon petit parti pris à ce sujet-là, mais vous sentiez déjà, c'était quasiment un mini poème puisque on jouait sur le sens, mais aussi sur les sons. Comme traître et traducteur ne jouent pas sur les mêmes sons exactement. Et donc parfois, vous devez, par exemple, si vous traduisez de la poésie, dire OK, dans l'original, ça rime. Est-ce que je dois faire rimer ma traduction aussi? Et si vous faites rimer votre traduction, probablement que vous êtes obligé, pour avoir la rime, de changer beaucoup le sens. Et à ce moment-là, vous devez vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est plus important de rester plus près de la substance du poème ou de sa forme verbale extérieure? Mais en même temps, dans l'original, les choses ne peuvent pas être séparées. Mais dans la traduction, les mots ne vont pas ensemble, hein, de la même façon. Donc, vous avez des difficultés avec ça à chaque seconde et vous devez faire pour le mieux tout le temps et réfléchir. Et je voudrais dire aussi, j'imagine qu'on le sait, mais je ne suis pas sûre parfois que les traducteurs se relisent beaucoup de fois et changent des choses et qu'on peut très bien passer plusieurs heures sur 3 mots. Hein? Donc, à l'heure, on ne gagne pas cher. Au bout du compte, et parfois, c'est à la fin qu'on a un flash extraordinaire. Parfois, on est obligé de dire, ce que j'avais au début, c'est peut-être mieux. Hein? Donc, c'est tout comme pour un livre qu'on écrit, son propre livre, hein, si je veux dire, on travaille tout le temps vers la perfection, je dirais. Puis, on essaie des choses et on le laisse aller à un moment donné parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est toujours dur de le laisser aller. Et si vous relisez après un travail que vous avez fait il y a quelques années, ou si je relis mes propres livres, chose que je ne fais pas en général, ou les traductions, on peut toujours dire oui, j'aurais pu, pourquoi j'ai mis ça, j'aurais pu mettre ceci, pourquoi j'ai dit ça comme ça. Donc il y a toujours, mais à un moment donné, le livre est imprimé et il faut passer à autre chose. Vous posez vous-même la question dans le livre, est-ce qu'on a le droit d'écrire mieux que l'original? Est-ce que ça peut arriver aussi des fois que si l'original est maladroit, mettons, on va dire ça pour être prudent? Oui, ça va dépendre beaucoup du cas, mais le discours,
qui déprécie la traduction laisse toujours entendre que l'original est parfait, hein, et que donc on ne peut pas améliorer la perfection. Et c'est sûr que certains livres, aucun livre n'est parfait, mais certains livres sont plus parfaits que d'autres, on pourrait dire. Mais il y a des livres qui, dans leur version originale, sont extrêmement mal écrits. C'est vrai. Certains essais, par exemple, sur l'actualité, qui sont écrits un peu vite parce que le sujet est chaud à un certain moment et on veut le publier vite. Et donc, ces livres-là ne sont pas toujours bien écrits et on va, en tout cas, clarifier souvent le style de quelque chose qui était très obscur dans l'original. Moi, j'essaie toujours de le faire en consultant l'auteur, hein, si l'auteur est vivant, évidemment, et que l'auteur est en mesure de nous parler ou veut bien nous parler, parce qu'il y en a qui sont trop importants pour parler à des traducteurs, mais on essaie de le faire. Et puis, je dirais que parfois, les écrivains écrivent mal et c'est juste leur style. Hein? On a beaucoup parlé de la comparaison entre Tolstoï et Dostoïevski. Tolstoï, donc Guerre et Paix et ces autres, a un grand style littéraire classique. Dostoïevski, au contraire, écrit vite, mal apparemment, il n'avait pas beaucoup étudié, il n'a pas ce beau style noble littéraire que Tolstoï avait. Et il y a eu un traducteur français, il s'appelle André Markovitch, qui à un moment donné a dit « Je vais retraduire Dostoïevski parce qu'on l'a toujours embelli, on l'a toujours comme corrigé, on a toujours mis un peu dans le grand style du 19e siècle, entre Tolstoï, Zola, etc. Et puis, ce n'est pas ça. Dostoïevski, je vais vous donner le vrai Dostoïevski. Alors lui dit, si c'est confus, ça reste confus. Si c'est répétitif, ça le reste, et ainsi de suite. Alors dans ce sens-là, le mal écrire de Dostoïevski, on n'a pas à le changer. Mais tous les auteurs qu'on traduit ne sont pas Dostoïevski non plus. Donc dans ce sens-là, je vous dirais que plus l'écrivain, plus le livre est grand, hein, plus c'est quelque chose qui est inhérent à la manière de l'auteur, plus on va garder ce mal écrire, entre guillemets. Et si c'est un essai qui a plus un message, là, on va peut-être davantage prendre de liberté. Et je peux vous dire aussi que si on traduisait tel quel certaines mauvaises phrases de certains essais que nous et d'autres avons traduits, je ne nommerai pas de nom, c'est l'éditeur qui dirait « cette phrase n'a pas d'allure, il faut la corriger ». Hein, parce que, bon, mais dans l'original, cette phrase aussi confuse à passer. Donc, en fait, on est plus exigeant. Les éditeurs sont plus exigeants pour les traductions que pour les originaux, et souvent le public aussi. Et ce n'est pas juste. Et vous-même, est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser de traduire un texte parce que vous trouviez qu'il y avait là quelque chose qui était trop mal écrit, ou soit carrément vous étiez pas d'accord, ou en tout cas, est-ce que vous avez une politique éditoriale quand vous acceptez un contrat de traduction? Oui, moi, je ne veux pas traduire des livres que je n'aime pas. Je ne les ai pas tous aimés d'une passion dévorante, mais beaucoup d'entre eux, oui, quand même. Hein? Et puis, un livre que j'ai refusé, je m'en souviendrai tout le temps, c'était un livre écrit par un professeur d'université, comme moi, je ne le connaissais pas, mais qui détestait ses collègues et qui détestait l'université. Et tout le livre était une caricature très méchante de l'université. Et on nous l'a proposé. Et moi, j'ai dit non, je ne vais pas traduire ça parce que ça ne m'intéresse pas de faire connaître davantage quelqu'un qui parle si mal de l'université que j'aime. C'était pas mon université, mais de l'université comme institution. J'aimais l'université et puis je ne voulais pas faire ça. Ou quelquefois parce que c'était un essai sur un sujet qu'on ne connaissait pas, mais pas exactement parce qu'un livre était mal écrit. Parce que donc on sait quand même que chez vous, en tout cas peut-être que je me trompe, mais si on regarde la liste, bon évidemment j'ai pas regardé la liste des 140 traductions en question, ce serait long. On sent qu'il y a quand même une volonté chez vous, là, peut-être que le mot mission est peut-être un peu fort, mais de quand même de faire connaître des autrices en particulier, des auteurs aussi autochtones, plus marginaux, ou en tout cas plus faire passer une certaine parole. Est-ce que c'est bel et bien le cas? Oui. Traduire quelqu'un, c'est un peu comme lui donner un micro. Hein, c'est-à-dire, ça donne plus de résonance à son propos, ça va plus loin.
ça va dans une autre sphère culturelle, ça va dans une autre langue. Et c'est pour ça que je voulais pas donner le micro à ce collègue au sens très large, hein, qui détestait l'université. Mais il y a beaucoup de livres qu'on nous a proposés comme traduction, et il y a aussi beaucoup de livres que moi j'ai choisis et défendus, et ceux dont j'ai porté moi-même le projet, en général étaient des écrivains et surtout des écrivaines moins connus, des auteurs autochtones notamment, mais pas seulement. Et je parle beaucoup dans le livre aussi de cette question-là de la diversité. Hein, dans le milieu de la traduction aujourd'hui. Alors, c'est sûr que les écrivains traditionnellement qu'on traduit, c'est soit ceux qui vendent le plus de livres, hein, les best-sellers sont traduits en général un peu partout dans le monde, ou les auteurs qui sont les hommes blancs bien placés, qui publient dans une langue dominante comme l'anglais, le français, etc., et qui publient dans une grande maison d'édition occidentale. Et si vous écrivez en hindi et vous publiez dans une petite maison en Inde, vous avez moins de chances d'être traduit ailleurs dans le monde. Donc, beaucoup de traducteurs, pas juste moi, font ce travail d'essayer de donner cette chance-là à des gens qui, justement, sont plus marginaux, hein, d'une façon ou d'une autre. Et une autre chose qu'on ne sait pas des traducteurs, c'est que beaucoup passent beaucoup de leur temps à, justement, défendre des auteurs, convaincre des éditeurs de traduire des auteurs qui n'ont pas le potentiel commercial de ceux que les éditeurs eux-mêmes vont aller chercher ou ceux qui ont le plus de visibilité médiatique, mais d'autres. Hein, et ça prend beaucoup de temps. Si le livre finit par être traduit, vous êtes payé pour faire le livre, mais si le livre n'est pas traduit, vous avez fait tout ce travail gratuitement, ou si quelqu'un d'autre est choisi pour le traduire. Donc, c'est vraiment du bénévolat que font les traducteurs et qui le font en général justement pour faire la promotion d'auteurs exceptionnels mais pas connus. Vous parlez entre autres dans votre livre d'un livre, je pense, brésilien qui va sortir en même temps 2 traductions. Est-ce que ça, c'est des accidents qui sont quand même un peu rares, j'imagine? Dans quelle mesure ça peut arriver? Oui, qu'est-ce que vous faites s'il y a plus d'une traduction d'un livre? Bon, en général, ça n'arrive pas, simplement parce que quand même, ça coûte de l'argent, hein, traduire un livre et que un éditeur achète les droits, donc les autres éditeurs, ne peuvent pas le faire. Par contre, les livres, et le livre brésilien dont je donne l'exemple dans le livre est dans ce cas-là, si l'auteur est mort depuis plus de 50 ans, je crois que les livres sont dans le domaine public. Autrement dit, tout le monde peut les traduire sans demander les droits, ou en tout cas, pas de la même façon, vous n'êtes pas obligé de rémunérer l'auteur, etc. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de traductions de Shakespeare ou justement de Tolstoï, Dostoïevski, les sœurs Brontë, Jane Austen, etc. Parce que c'est dans le domaine public. Vous avez le droit de le faire et ça coûte peu cher. Et on voit même des éditeurs qui recyclent des traductions faites il y a 100 ans et plus, sans le dire, parce que la traductrice ou le traducteur aussi est mort depuis très longtemps et ils n'ont pas besoin de payer une nouvelle traduction. Donc, on voit de ces vieilles traductions qui étaient, disons, beaucoup plus libres. Parfois, ils coupaient des passages entiers, parfois ils en ajoutaient, ils changeaient des choses, ils réécrivaient les dialogues, etc. Et vous pouvez les voir publiés aujourd'hui et on ne vous dit pas que la traduction a 100 ans. Donc ça peut contribuer aussi. Si quelqu'un regarde ça, il dit, mais qui est cette personne qui a fait cette traduction? Et on ne se rendra pas compte que ça fait 100 ans. Donc tout ça pour dire que c'était aussi un milieu où les réputations, l'argent, les éditeurs, dans le fond, quand même, traduisent des livres et font traduire des livres pour gagner de l'argent, pour les vendre. Hein, c'est sûr. Donc cet impératif commercial, il est toujours là quand même. Et dans le cas de la traduction du livre brésilien, les 2 traductions sont sorties exactement en même temps. Je pense que c'était peut-être l'anniversaire de décès de l'auteur ou quelque chose comme ça. Il y a des événements qui font qu'on fasse des nouvelles traductions. Et puis, c'est plate pour les personnes qui ont travaillé 3 ans de peut-être tout le monde va dire c'est l'autre qui est mieux ou on va acheter l'autre parce que c'est dans une collection qui a plus de visibilité que la collection pour laquelle vous avez travaillé. Donc c'est un métier qui a ses difficultés et je dirais ses bonnes surprises. Je peux pas vous dire combien de fois j'ai eu un appel ou un courriel pour dire est-ce que vous voulez traduire quelqu'un?
oh wow, j'ai attendu ce courriel toute ma vie. Mais il y a aussi des mauvaises surprises, style oh non, quelqu'un a aussi traduit le livre qu'on venait de traduire et peut-être que leur traduction est meilleure ou peut-être que quelqu'un va dire qu'elle l'est. C'est compliqué. Est-ce que les traducteurs ont droit à est-ce qu'il y a des droits d'auteur pour des traductions? Est-ce qu'ici au Canada, on a droit? C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Les droits d'auteur, hein, c'est quand un exemplaire de votre livre se vend. Les auteurs ont des droits d'auteur, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, évidemment. Au-delà d'un certain nombre d'exemplaires, vous recevez X montant par exemplaire vendu. Les traducteurs au Canada, en général, n'en reçoivent pas parce que les éditeurs nous demandent de signer un contrat où on reçoit un montant forfaitaire, donc une fois, et on renonce aux droits. Ce qui veut dire que on n'a pas de droit d'auteur, même si le livre se vend beaucoup d'exemplaires. Hein, le troisième livre que j'ai traduit s'est vendu juste au Québec à quelque chose comme 70 000 exemplaires. Donc, si j'avais eu juste $1 par exemplaire, ça a été bien le fun. Hein, d'avoir ces 70 000 $, ben je les ai pas eus. Et puis en général, c'est comme ça. En France, par contre, il y a une loi qui stipule que les traducteurs sont l'auteur de la traduction et donc pour X exemplaires vendus, il y a un seuil aussi. C'est rare que les traducteurs, même français, touchent de l'argent, mais le droit est reconnu. Hein, et si votre livre est un gros best-seller, vous pouvez avoir des droits d'auteur, alors que chez nous, ça n'existe pas. Donc, si je comprends bien, en France, c'est comme si on disait que la traduction devenait une œuvre en soi. Absolument. Avec son plein potentiel, son originalité, en guillemets. Ouais, c'est sa ça. légitimité. Absolument. Légitimité, vous avez bien raison. Et puis, en fait, donc, ça veut dire que les traducteurs français sont des auteurs et les traducteurs canadiens n'en sont pas. Ce qui est un peu bizarre puisqu'on fait le même travail. Mais aux yeux de la loi, on entend, vous voyez. Et donc, une des choses que je voulais faire dans le livre, c'est montrer qu'effectivement, les traducteurs sont des artistes, des créateurs, des écrivains et des écrivaines. Pas de la même façon que quand on écrit un livre original, comme je fais les deux, je suis capable de faire la comparaison, mais quand même. Hein, et on ne reconnaît pas en général cette grande part de créativité qui est dans la traduction. Oui, vous parlez entre autres vous utilisez beaucoup des métaphores et ça c'est parce que c'est des sujets très délicats, donc tout d'un coup la langue devient particulièrement importante pour bien traduire tout ce qu'il y a bien traduire, oui, pour bien faire passer ce que vous voulez faire comprendre. Vous dites que c'est un métier de l'ombre qui tire les œuvres vers la lumière, c'est très bien dit. Donc ça reste quand même donc un métier solitaire. Hein. Il y a entre autres ça aussi qui fait que c'est assez ingrat comme métier. C'est pas d'être solitaire au moment où on le fait qui est si dur. Quand on écrit un livre, on peut pas le faire en compagnie. Hein, de manière générale, justement, il faut s'isoler pour le faire. Mais c'est parfois le peu de réception. Vous pouvez travailler des mois, des années sur une traduction. Il y a 2 comptes rendus et puis c'est fini. Hein, et c'est dur pour les écrivains aussi, évidemment. Hein. Ça arrive à beaucoup de gens qui publient leur œuvre originale aussi. Il y en a un dont on parle dans les médias et pour un dont on parle, il y en a 10 dont on ne parle pas, peut-être 20 ou 100. Et puis ça, c'est un métier où, comme l'écriture de livres à soi, où il y a un certain espace, disons, dans le monde culturel, et c'est souvent les mêmes qui sont sous les feux de la rampe, et les autres sont un peu dans l'ombre, même le livre publié. Et ça s'applique aux écrivains aussi bien qu'aux traducteurs. Parlons un petit peu, je vais aller un petit peu ailleurs, mais parlons un petit peu de votre autre travail. Je disais que vous aviez toutes sortes de chapeaux. Là. Il y a entre autres celui d'interprète de conférences. Mm-hmm. Peut-être que vous pourriez d'abord l'expliquer parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de ce que ça veut dire. Puis en quoi les deux démarches, les deux processus sont complémentaires ou en tout cas qui nourrit l'autre. Ouais, j'ai travaillé comme interprète de conférence en fait avant de traduire des livres. Ça, vous l'avez peut-être vu dans les événements. Si vous avez vu au Parlement du Canada, ils ont des écouteurs et à l'ONU, c'est un endroit où on le voit beaucoup dans les organismes internationaux, etc. Donc l'interprète, c'est de la traduction simultanée. C'est-à-dire, vous portez des écouteurs et à mesure que l'orateur parle, vous traduisez directement devant un micro
et puis ça sort et il y a des gens dans la salle qui vous écoutent. Ça peut être enregistré, souvent ça ne l'est pas et c'est donc quelque chose que vous faites absolument à chaud. Et puis c'est très difficile. Il y a des gens qui aiment traduire mais qui ne voudraient pour rien au monde travailler comme interprète parce qu'il faut faire très 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 vite, hein, parce que si vous attendez 2 phrases, vous allez oublier les 2 phrases qui précédaient, puis il va y avoir un grand trou dans ce que vous dites et ça ne marchera pas. Donc le but, c'est vraiment la rapidité, la précision, mais aussi la compréhension. Là, vous regardez la personne ou les personnes qui vous écoutent, puis vous essayez de voir s'ils ont l'air perdus ou s'ils ont l'air de comprendre. Vous réagissez à mesure, vous précisez au besoin. Alors que la traduction, on a le temps de se reprendre 250 fois, hein, au besoin. Donc, c'est 2 métiers connexes dans le sens où il faut avoir les 2 langues puis vous passer de l'une à l'autre, mais c'est en même temps très différent, notamment parce que là, vous êtes en direct et puis la rapidité est énorme et avec la traduction, vous êtes toujours loin. Ça ne se fait pas au moment où on consomme. Quand la personne lit la traduction, vous l'avez faite bien avant. Alors que quand vous êtes interprète, on vous écoute à mesure que vous produisez votre traduction. Et ça m'énerve beaucoup. Vous pouvez le voir dans les médias quand on parle d'un traducteur, quand en réalité c'est un interprète. Donc si c'est la voix et c'est en direct, c'est un interprète. Si c'est de l'écrit et après c'est des traducteurs. Donc vous savez ça maintenant, mais plein de gens ne le savent pas, y compris beaucoup de journalistes, et ça m'énerve. Une chose entre autres que j'ai apprise grâce à votre livre, grâce à vous, donc c'était le fait que en tout cas, c'est comme le coup d'envoi, je dirais, presque officiel de l'interprétariat. C'était les procès de Nuremberg. Donc, ceux qui sont au courant ici du fait qu'il y a eu comme ça, pendant des semaines et des semaines, dans une ville allemande qui s'appelle Nuremberg, donc des procès, des tortionnaires, des bourreaux, des criminels de guerre nazis. Donc, c'est vraiment là qu'est né ce métier qu'aujourd'hui, tel qu'on le connaît aujourd'hui. La simultanée. La simultanée. Oui, parce que avant, depuis qu'il y a des peuples différents, qui parlent des langues différentes et qui ont besoin de se parler pour le commerce, pour la guerre, pour quoi que ce soit, il y a des gens qui ont travaillé comme interprètes. C'est un des plus vieux métiers du monde, très certainement, avant même l'écriture. Hein, la traduction est vieille, hein, de plusieurs siècles, mais elle n'est pas aussi vieille que l'interprétariat. Mais le travail de simultané, c'est-à-dire pendant que la personne parle, vous la traduisez directement, c'est avec ces procès que ça a commencé. D'ailleurs, les nazis, qui connaissaient pour plusieurs d'entre eux, on parle des grands chefs, hein, connaissaient plusieurs langues, et une des choses qu'ils faisaient pour gagner du temps et pour bien paraître, c'était de critiquer la qualité de l'interprétation. Hein, non, c'est pas ça que j'ai dit. Vous me faites dire ça, je ne l'ai pas dit. Et c'est aussi les interprètes qui ont vécu ça parlent d'un stress post-traumatique. Hein, parce qu'ils étaient obligés, bon, le terme n'existait pas à leur époque, mais ils étaient obligés jour après jour, semaine après semaine, de répéter l'histoire de ces atrocités et d'être en face de ces criminels de guerre, et le jeu qui sortait de leur bouche, parce qu'il faut dire je quand celui que vous traduisez dit je, il disait le jeu de tous ces horribles criminels de l'époque. Alors c'est une façon traumatisante, hein, de lancer un nouveau métier. L'équivalent d'ici, ce serait peut-être la commission Vérité et Réconciliation. Absolument. Chaque fois que des choses horribles sont racontées, non seulement les gens qui témoignent, mais ceux qui transcrivent ou traduisent leurs propos souffrent énormément, c'est ça. Je sais pas si vous avez dit quelque chose. Donc, commission Vérité et Réconciliation, c'était ça, entre autres, pour dénoncer tous les pensionnats, donc, dont ont été victimes 200 000 Autochtones. Et il y avait, entre autres, je sais pas si vous étiez présent, mais il y avait des psychologues qui étaient là. Absolument. Et pour les témoins, mais aussi pour les interprètes. C'est pour vous dire. C'est ça. Et c'est assez nouveau que les interprètes aient droit à ce type même de reconnaissance du mal qui leur est fait. Et encore moins à de l'aide, mais c'est nécessaire et c'est une très bonne chose. Mais c'est très fort ce que vous dites, là, même être obligé de dire je pour dire des horreurs, c'est effectivement, ça peut être extrêmement traumatisant. Ben, abordons justement des sujets un peu connexes autour de ça. Je profite du fait que vous, de votre poste d'observatrice, à la fois par votre histoire puis aussi par votre métier, votre métier de chercheuse et de professeur. Vous dites que il y a une ouverture grandissante à l'égard de la culture québécoise. Vous l'observez comment dans la culture, et donc forcément, j'imagine,
la littérature? Plus précisément, oui, dans le livre, je parle des rapports qu'on peut avoir avec la France. Hein, alors, je sais pas si vous suivez, disons, la scène littéraire québécoise, mais il y a beaucoup d'écrivains québécois dont les livres sont repris en France, qui peuvent avoir beaucoup de succès, gagner des prix, etc. Et ça, c'est relativement nouveau parce que les Français étaient assez fermés à la littérature québécoise, sauf exception. Hein, Gabriel Roy a gagné des prix il y a longtemps en France à Hébert, mais plus récemment, c'était pas tellement le cas. Et de la même façon, beaucoup de traductions qui sont faites ici peuvent être reprises en France, ce qui est une nouveauté aussi. Donc, je dirais qu'il y a plus de dialogue de ce point de vue-là qu'il y en avait auparavant et que cette ouverture est intéressante. Mais là où ça se présente de façon concrète pour vous, c'est quand vient le temps de traduire je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu cette expérience-là, quand on parle des réalités nord-américaines, des réalités québécoises ou en tout cas montréalaises, si on parle de Mordecai Richler, par exemple. Comment on fait pour traduire ça? Et là, vous citez un peu tous les compromis qu'on doit faire avec le marché français, avec le fait, le cas par excellence, c'est quand on parle de baseball, c'est toujours absolument horrifiant, ou de football encore plus. Mais il y a bien d'autres choses, évidemment. Quand les Français parlent de baseball, là, on ne comprend pas du tout ce qu'ils disent. Vous citez l'exemple, entre autres, de myrtille. Est-ce qu'on dit myrtille ou est-ce qu'on dit bleuet? Il y a des exemples assez drôles. Vous parlez donc au lieu d'avoir traduit Canadian Tire, ils vont traduire Pneu Canada. Il y en a qui ont mis Pneu Canada. Alors, imaginez. Vous jonglez comment avec tous ces compromis à faire? Ben là encore, il faut négocier avec l'éditeur parce que les éditeurs québécois parfois veulent revendre la traduction en France. Donc, des fois, ils vont dire, vous pouvez y aller à fond, vous pouvez faire des choses aussi québécoises que vous voulez. Puis d'autres fois, ils vont essayer de dire, pas trop là, quand même, hein, de québécisme, hein, comme disent les Français, dans vos textes. Mais c'est tout le temps, hein, tu sais, le comptoir de la cuisine, c'est le plan de travail, tu sais, le chandail, le pull, tu sais, ça ne finit pas. Hein, puis vous pouvez pas mettre et les myrtilles / bleuet, là, vous n'avez pas le choix, là, vous devez choisir. Et pour le parking, sur le parking, hein, et dans le stationnement, bon, et ainsi de suite. Et puis, parfois, ce qui va arriver, c'est que les Français vont reprendre une traduction faite ici, ou vice-versa, et on va juste changer les mots qui dérangent le plus. Hein, donc, nous, on va pas mettre sur le parking jamais. Mais des fois, quand ils reprennent une traduction en France, ils vont mettre ça à la place. Donc, c'est tout le temps là aussi une négociation. Mais il faut dire que la France est plus grande. Les maisons d'édition sont plus grandes que les maisons d'édition québécoises. Le public, le marché est plus gros et donc parfois ils vont gagner. Mais on travaille fort, les traducteurs du Québec, à faire rayonner finalement pas juste les auteurs d'ici, mais aussi la langue d'ici. Puis c'est beaucoup beaucoup mieux quand même qu'il y a 20 ans, disons, ou même 10. Je vais terminer par deux questions. Une candide, peut-être je vais commencer par la candide plutôt que par la plus complexe. C'est les meilleurs. Les meilleurs, oui. Ben, c'est parce qu'encore une fois, je profite de votre expertise. On dit toujours, puis là, ça se peut que ce soit très, très naïf de ma part, là, mais en tout cas, ça revient souvent que il y a, puis ma question va être un peu plus large, mais je commençais par ça, il y a des faiblesses dans certaines langues, puis il y a des forces. Évidemment, chaque langue a une force, ou des forces et des faiblesses. Mais on dit que, par exemple, le français va prendre plus de mots. Ça va prendre plus de mots pour traduire quelque chose en anglais et non l'inverse. Est-ce que ces choses-là se vérifient? Oui et non. Sur les affiches, entre autres. Ouais, faut voir, parce que si l'affiche a été faite en français, au départ, le français peut être extrêmement compact. Dans le livre, je parle d'un exemple, vous avez peut-être vu ça là à Montréal, où ils veulent que les gens qui sortent des bars tard le soir et tout ça fassent pas trop de bruit et dérangent pas les gens qui habitent dans le coin. Et l'affiche dit « La nuit, le bruit nuit ». Quasiment comme un petit poème. Alors, si vous traduisez ça vers l'anglais ou vers n'importe quelle langue, ça va être beaucoup moins joli et moins compact parce que ça a été conçu en français. Mais notre réalité au Canada et même au Québec, c'est que beaucoup de choses qu'on lit ou qu'on écoute, musique, livres, publicité des sociétés canadiennes ou internationales ou américaines, etc., a été conçu en anglais et après traduit vers le français. Donc, dans ce sens-là, la traduction est souvent plus longue que l'original parce que l'original a été conçu pour être compact avec les ressources de cette langue-là. Donc,
En gros, souvent, on dit que quand même, l'anglais peut dire les choses de façon plus compacte, mais il faut quand même nuancer un peu. Parce que vous dites, entre autres, il y a des... je me rappelle pas quel endroit, j'arrive pas à retrouver dans mes notes, mais des verbes en français, en anglais qui sont des verbes de mouvement. Ah donc, oui. il y en a plus, les verbes en less, là, fretless ou reckless, etc. Et ça devient parfaitement intraduisible. Est-ce qu'il y a l'équivalent en français ou est-ce que ça arrive souvent, ce genre de choses-là? Ben, en anglais, on va souvent préciser dans un verbe de mouvement la manière dont on le fait. Strolled ou stomped ou des choses comme ça. Et en français, souvent, il faut dire a marché d'un pas lourd ou est sorti en traînant les pieds, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est plus lourd. Donc, souvent, on va juste mettre sortir, rentrer, etc. Mais il y a des choses qui se disent mieux en français aussi, mais on ne les voit pas, là. Mais parfois, on va trouver dans une traduction quelque chose qui peut être plus court que l'anglais, parce que là, on voit que c'est le français qui est plus bref. Mais c'est tout le temps, chaque langue a ses manières, c'est sûr. J'arrive à ma dernière question qui est un peu plus polémique. Donc, vous la, parce que c'est le meilleur aussi. Ben oui, je me permets ça parce que vous l'abordez vous-même. C'est qui est légitimé de traduire quoi ou qui? Alors, oui. Là, je sais pas si vous comprenez la question, peut-être que vous pourriez la réexpliquer parce qu'il y a tout il y a un passage là-dessus qui est assez important. Oui, il y a eu un moment avec le poème que Amanda Gorman avait lu lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Et le débat a été de savoir, comme c'était une jeune femme noire, est-ce qu'on devait demander, et le livre a été traduit partout dans le monde, là, c'est un mini-livre, c'est un poème qui a pris 10 minutes à lire, est-ce qu'il fallait demander à des personnes, à des jeunes femmes noires qui faisaient du slam, de traduire le livre ou pas. Et il y a eu une grosse polémique autour de ça parce que beaucoup de traducteurs ont dit, ben moi, je peux traduire tout, je suis traducteur, je suis pas limité par mon identité, on ne devrait pas me dire que je peux traduire ceci et non pas cela. Ça, je pense que c'est simpliste de dire tout le monde peut traduire tout. Je pense que c'est aussi simpliste de dire seules les personnes exactement comme l'auteur peuvent traduire cet auteur. Hein, il y a d'autres facteurs, dont la compétence linguistique, dont les affinités, dont les intérêts ou les connaissances, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde de la traduction, au Québec et en Europe aussi en général, est un monde qui est très blanc. Hein, c'est-à-dire que presque toutes les personnes qui traduisent ont été des personnes blanches, quelles que soient les origines des auteurs. Et ça va changer. Je dis dans mon livre que c'est appelé à changer et c'est en train de se passer parce que quelques maisons d'édition en particulier sont en train de se dire, oui, comment est-ce qu'on peut trouver une relève qui, elle, est plus diversifiée de la même façon qu'on veut publier des personnes comme auteurs et autrices plus diversifiées. Donc ça, c'est vraiment un moment historique, je pense un changement historique qu'on est en train de vivre et il était temps. Voilà. Donc, ça se termine assez bien. C'est dit. L'actualité de la traduction et de l'actualité, je dirais, culturelle en général. Est-ce qu'il y en a qui, parmi vous, seraient intéressés à poser des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête? Il y a un micro aussi où on peut même se promener et puis vous l'amener à domicile. Non, on peut pas. On peut pas l'amener à domicile. On peut juste se déplacer. Ou alors, si vous êtes vraiment... Gênez-vous pas. Quand vous en savez plus sur la traduction qu'il y a 1 heure, peut-être, pour certains en tout cas. Oh non, venez d'abord. Les plus jeunes d'abord, je peux dire ça maintenant. Bonjour. Bon, à l'inverse de ce qu'on évoquait tantôt sur les traumatismes de certains interprètes et tout ça, il y a peut-être un petit bout, moi, que j'aurais aimé entendre, c'est à quel point ça permet, inversement à ces traumatismes-là, justement, de vivre une expérience de lecture extraordinaire. Parce que moi, je m'imagine que le traducteur vit forcément, puis je pense au Désert mauve de Nicole Brossard, une histoire d'amour avec le livre, ou en tout cas une expérience très riche. Là. Absolument. C'est une très, très bonne question et vous dites quelque chose de très juste. Traduire un livre, c'est écrire à partir de lui, bien sûr, mais c'est aussi le lire beaucoup de fois, hein,
beaucoup de fois, à la fois tout au long, mais cette phrase, qu'est-ce qu'elle a, cette phrase, comment elle fonctionne dans le paragraphe, est-ce que ce mot qui est à la page 2 est aussi repris à une autre page par la suite, qu'est-ce que ça veut dire, ces échos textuels, est-ce que je peux toujours traduire le même mot par le même mot, si je ne peux pas, qu'est-ce que je fais, vous voyez, et donc la traduction est d'abord une lecture. Oui, enfin, une série de lectures, mais avant même d'écrire, vous lisez. Alors, la traduction, c'est une expérience de lecture très intense. Et souvent, nous avons vu des petites erreurs dans les livres, des petites incohérences, et nous avons questionné les auteurs là-dessus, et ils nous disent, mon Dieu, vous êtes mieux que tous nos réviseurs et tous nos éditeurs et tous mes 57 amis à qui j'ai demandé de lire le livre avant de le publier. Personne n'avait vu ça. Et en fait, ce n'est pas vraiment nécessairement parce qu'on lit mieux, parce que c'est moi, mais c'est parce que le processus de traduction vous amène à passer beaucoup plus de temps avec le texte que n'importe qui, sauf l'auteur, probablement. Et donc, vous le connaissez bien, vous entrez complètement dedans. Et cette expérience de lecture est de rendre ce livre dans votre autre langue. Moi, je dirais que pour moi, c'est un des grands cadeaux que j'ai eu dans ma vie, c'est certain. Absolument. Et c'est la beauté de ce travail. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la plupart des traducteurs littéraires ne sont pas des gens qui font ça simplement pour gagner leur vie. Quoi qu'il faut gagner sa vie, bien sûr, mais aussi parce qu'ils ont cette passion de la littérature. Mais donc, là, je prends la balle au bon, mais c'est que là, vous êtes en train de nous dire que la traduction vous rend meilleure lectrice, et inversement, j'imagine. Est-ce que ça vous a rendu aussi meilleure écrivaine? Est-ce que... Probablement. Oui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de grands écrivains, en tout cas, qui ont commencé comme traducteurs. Marguerite Yourcenar a traduit Virginia Woolf à ses débuts. Certaines de ses traductions ont été publiées, d'ailleurs, vous pouvez encore les avoir. Traduire, en tout cas, c'est une école d'écriture. C'est clair. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez copier le style de X ou de Y que vous avez traduit. Les vrais grands styles sont inimitables de toute façon. Mais c'est sûr que à travailler tout le temps la langue de traduction, à la remuer, vous apprenez des choses. Et je pense que certainement, je ne peux pas donner d'exemple précis, mais certainement que je n'écrirais pas de la même façon si je n'avais pas traduit aussi quantité de livres. Mais je peux pas dire où ça réside, je peux pas dire ce mot-là, il est là parce que X livre a été traduit, mais il y a quelque chose de ça. C'est une grande expérience qui vous forme, c'est sûr. Vous appliquez. Donc, juste avant de procéder au tirage, je vous amène peut-être sur un terrain un peu politique. C'est ma casquette parfois. Vous êtes tombé en amour avec la langue française. Vous l'avez épousée, vous l'avez mariée, vous étiez toute jeune. Mm-hmm. Vous adorez cette langue. Êtes-vous inquiète de la langue française? Parce que je regarde, vous venez de Kitchener, Berlin. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes inquiète du statut du français au Canada? Et au niveau international, on dit souvent l'avenir de la langue, c'est l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique francophone. Alors, comment vous voyez ça? Cet avenir, ce futur de la langue française? C'est une grande question et je ne suis pas spécialiste du tout de ça. Je suis ça un petit peu comme tout le monde. On parle beaucoup d'un déclin. Mes enfants sont très sceptiques quant à ce déclin parce qu'ils vivent le français dans leur vie, mais ce n'est pas que ça, bien entendu. Tout le monde a sa petite opinion personnelle, moi aussi, mais je trouve que mon opinion ne vaut pas beaucoup. Tout ce que je peux, pas plus que l'opinion de n'importe qui n'est pas spécialiste de la question, disons. Moi, j'espère que ce n'est pas vraiment le moment du déclin du français qui est passé par beaucoup d'autres obstacles au cours des décennies, même des siècles en Amérique du Nord, parce que j'aime cette langue et tout ce que je peux dire, je pense que j'ai beaucoup fait pour la défendre parce que je l'aimais et que j'espère qu'il y aura, et je sais que c'est le cas, beaucoup de gens pour l'aimer et la défendre à l'avenir, dont vous, les jeunes qui êtes ici. Je remercie Jacques, mais je vais juste tricher un peu parce que je suis quand même le maître du jeu ici, donc d'avoir posé la question. Mais vous dites quand même quelque chose qui m'a intrigué. Vous dites,
le Canada est uni par la traduction. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un qui fait le pont entre... Parce qu'en fait, les gens ne savent peut-être pas, mais toutes les œuvres que vous traduisez sont canadiennes, sauf exception, parce que le milieu, donc les subventions canadiennes... C'est le marché, c'est ça. Le marché, c'est donc de prendre des œuvres canadiennes. Donc, vous faites une sorte de pont entre la culture canadienne-anglaise et la culture québécoise francophone, et certains marchés français aussi, mais bon. Mais vous dites donc que le Canada est uni par la traduction, et là, vous dites, ou davantage divisé par elle. Et ça, c'est quand même, et vous le mettez avec un point d'interrogation. Qu'est-ce que vous laissez entendre? Parce que je veux pas que vous vous défiliez trop vite quand même. Ah, ben, vous savez qu'il y a, 50 ans, plus en 45, je crois que c'était vers cette date-là, en tout cas, un auteur canadien-anglais, Hugh McLennan, a publié un livre qui s'appelait Two Solitudes. Qui se passe au Québec, donc les deux solitudes. Et c'est une expression qui est restée, qu'on utilisait beaucoup, et à un moment donné, tout le monde s'est un peu fatigué, je pense, de l'entendre. Mais cette semaine, je parlais avec un ami qu'on a traduit, qui est aussi auteur, donc, et traducteur, et il parlait d'un livre qu'il essayait de vendre à des éditeurs canadiens anglais. Et un des arguments qu'il avait, c'est qu'on allait que ça avait été un best-seller au Québec et qu'on allait en tirer une série télé. Et l'éditeur canadien anglais lui a dit, oh, ben ça c'est bien beau, mais personne au Canada ne s'intéresse à ce qui est un best-seller au Québec, où on ne connaît pas les séries télé québécoises. Et je pense que la plupart des Québécois ne connaissent pas les séries télé canadiennes non plus. Hein, donc, les deux solitudes, c'est cette semaine qu'on m'a raconté ça. Donc, les deux solitudes, elles existent encore. Et la traduction est aussi une façon de réunir les deux solitudes. Mais aussi, si la traduction est nécessaire, c'est parce qu'il continue d'y avoir deux solitudes. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas bilingue, justement. Et que ce ne sera jamais le cas. On l'a bien vu. On le voit bien. Ben merci. En tout cas, c'est une belle façon de terminer ça. Alors, à moins qu'il y ait encore d'autres questions, ça va? Oui. Alors, on va procéder au tir. Bon, on peut peut-être faire une bonne main d'applaudissements, évidemment. Merci à vous.